Une jeune fille de 17 ans, voyageant en première classe, est accusée de vol par une passagère fortunée. L'équipage, la jugeant sur sa couleur de peau, appelle la police. Les agents montent à bord, l'arrachent de son siège et lui serrent des menottes en plastique jusqu'à ce que ses poignets se déchirent et saignent sur le sol immaculé de la cabine. Elle supplie qu'on l'aide, mais l'équipage se contente de regarder. Il rit quand elle dit qu'elle appelle son père, mais les rires cessent et la cabine entière se fige lorsque la porte de l'avion s'ouvre et que son père entre. Le PDG de leur plus gros client institutionnel. Un parfum d'expresso et une effluve discrète et coûteuse flottaient dans l'air du salon étoile bleue de ciel méridien à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. C'était une cathédrale de calme artificiel, toute de gris feutrés, de chrome brossé et d'éclairage encastré. Manon Dubois se sentait, comme toujours dans ces espaces, une usurpatrice temporaire. À 17 ans, elle était pleine d'assurance, vive d'esprit, et déjà admise au programme d'été préparatoire en droit de Sciences Po. Mais dans une pièce remplie d'hommes d'âge mûr en costume sur mesure et de femmes au visage que le temps semblait avoir épargné, sa jeunesse et où elle le savait sa négritude la rendait visible, la mettait à part. Elle serra contre elle son bagage à main, un cadeau de son père, et trouva une alcôve tranquille donnant sur le tarmac. Elle s'envolait seule pour Londres afin de le rejoindre pour un voyage de 2 semaines avant le début de son programme. Vol ciel méridien MS 212, siège 1A. Un ticket d'or, comme l'appelait son père. Manon sortait son exemplaire de « La voix de la justice » quand une femme s'arrêta près de son siège. La femme, approchant la soixantaine, portait un tailleur en mailles-seins jaune de couleur crème, et ses cheveux blonds étaient laqués en un casque permanent et immobile. Son regard balaya Manon, puis descendit sur la carte d'embarquement de première classe posée sur la table, avant de remonter. C'était un regard que Manon connaissait bien, un audit silencieux et invasif. La femme, Valérie Lefebvre, esquissa un sourire pincé et condescendant avant de poursuivre son chemin. Manon soupira, branchant ses écouteurs à réduction de bruit. Elle y était habituée à la surveillance supplémentaire, à la sécurité, au regard surpris des agents d'embarquement, à la supposition tacite qu'elle devait être au mauvais endroit. Son père, Stéphane Dubois, lui avait toujours dit « Garde la tête haute. Ta place est dans n'importe quelle pièce où tu choisis d'entrer. » Leur incapacité à le voir est leur problème, pas le tien. Elle essaya de puiser dans sa confiance. Son père était un titan, un homme qui avait bâti un empire mondial de la logistique à partir de rien. Il était son héros. Elle se concentra sur son livre, laissant le monde du salon s'estomper, ignorant que Valérie Lefebvre, de l'autre côté de la pièce, la regardait de nouveau, cette fois avec une expression d'irritation manifeste. Valérie passait déjà une mauvaise journée. Une dispute avec son mari, un rendez-vous au spa annulé, et maintenant ça, une enfant, une adolescente dans le salon exclusif, ayant l'air plus à l'aise que Valérie elle-même ne se sentait. C'était un déséquilibre, une perturbation de l'ordre naturel des choses, et cela l'agaçait. L'embarquement fut annoncé pour le vol MS 212 à destination de Londres Heathrow. Manon rassembla ses affaires et rejoignit la file de la première classe. En s'engageant sur la passerelle, elle sentit un frisson. C'était son premier vol international en solo. Elle entra dans la cabine et fut dirigée vers la gauche. « Bonjour », dit-elle à l'hôtesse de l'air qui se tenait dans l'office. La femme, dont le badge indiquait Isabelle Martin, leva les yeux de son manifeste. Isabelle était la chef de cabine, une professionnelle avec 30 ans de service et un sens rigide du protocole. Elle regarda Manon, puis son billet, et son sourire se transforma en un masque professionnel tendu. « Bonjour », répondit Isabelle, son ton ayant baissé de 10 degrés. « Et où allez-vous, ma petite ?»« Siège 1A, dit poliment Manon. Isabelle fronça les sourcils. « Ah ? C'est une suite de première classe. Vous êtes sûr que ce n'est pas dit ça ? » « Non, j'en suis sûr, dit Manon en tendant sa carte d'embarquement. « C'est bien A. » Isabelle prit la carte, ses yeux la scrutant comme si elle cherchait une contrefaçon. « Eh bien, soit. C'est juste sur votre gauche. » La micro-agression la frappa comme un caillou pointu. Ma petite, la supposition qu'elle était perdue. Manon ravala son agacement et se dirigea vers sa suite. C'était magnifique. Une cabine privée avec un siège-lit, un écran immense et une petite trousse de toilette. Elle rangea son sac et s'assit, le cœur battant. Quelques minutes plus tard, elle entendit une voix familière et sèche. Valérie Lefebvre embarquait,
soufflant en essayant de hisser son propre bagage à main dans le compartiment supérieur. C'est ridicule, marmonna-t-elle. Elle était assise en 2A, la suite juste derrière Manon. Alors que la cabine se remplissait, Isabelle Martin fit sa tournée, offrant des boissons avant le départ. Elle s'arrêta au siège de Valérie. « Madame Lefebvre, quel plaisir de vous revoir parmi nous. Champagne? Un mimosa? Du champagne, Isabelle. Et vite. Je suis terriblement stressée, dit Valérie assez fort pour que Manon l'entende. Isabelle se déplaça ensuite vers la suite de Manon. La chaleur avait disparu. Je vous sers quelque chose? Je vais juste prendre de l'eau pétillante, s'il vous plaît, dit Manon. Bien. Isabelle revint quelques instants plus tard, posant le verre sur la tablette avec un claquement sec. La tension était palpable. Manon sentit la brûlure familière d'être observée, jugée. Elle mit ses écouteurs, ferma les yeux et attendit le décollage. Elle voulait juste être dans les airs. La porte de la cabine était sur le point de se fermer quand la voix de Valérie, maintenant un cri strident, déchira le silence. Mon bracelet. Il a disparu. Mon bracelet en platine, il a disparu. L'atmosphère de la cabine se brisa. Les passagers levèrent les yeux de leur téléphone. Isabelle Martin se précipita vers le siège de Valérie. Madame Lefebvre, que se passe-t-il? Calmez-vous. Me calmer? Mon bracelet. Mon bracelet tennis David Webb. Il était dans mon sac, juste ici. Valérie était frénétique, le visage rouge. Il vaut plus de 70 000 €. Le visage d'Isabelle devint blême. D'accord, revérifions votre sac. Peut-être qu'il est tombé. J'ai déjà vérifié. Claqua Valérie. Puis ses yeux, froids et certains, se posèrent sur le siège devant elle. Elle se leva et pointa un doigt accusateur et tremblant directement sur Manon. C'est elle. Les mots restèrent suspendus dans l'air pressurisé. Les yeux de Manon s'ouvrirent brusquement. Elle retira ses écouteurs. Je suis désolé. Quoi? Vous? La voix de Valérie montait jusqu'à un ton hystérique. Je vous ai vu dans le salon. Vous me fixiez. Vous fixiez mes bijoux. Et vous m'avez bousculé sur la passerelle. Vous avez dû le prendre à ce moment-là. Le sang de Manon se glaça. Quoi? Non, je ne vous ai pas bousculé. Je n'ai rien touché qui vous appartienne. Isabelle Martin s'interposa entre les sièges, mais elle ne regardait pas Valérie. Elle fixait Manon. Sa suspicion antérieure se durcissant en une conviction totale. Madame, c'est une accusation très grave, dit Isabelle. Mais son ton était dirigé vers Manon, pas vers Valérie. Mademoiselle, peut-être devriez-vous vider vos poches. Manon était abasourdie. Vous n'êtes pas sérieuse. Je n'ai rien fait. J'étais juste assise ici. Elle ment? Hurla Valérie. Elle l'a. Je sais qu'elle l'a. Elle l'a probablement caché. D'autres passagers de première classe se levaient maintenant, regardant par-dessus leur siège. Un homme en 2D marmonna, eh bien, fouillez-la alors. On ne peut pas décoller comme ça. Mademoiselle, je vais devoir vous demander de vous lever, dit Isabelle à Manon, sa voix dénuée de toute politesse. Vous n'avez pas le droit, commença Manon, la voix tremblante. J'ai tous les droits, répliqua sèchement Isabelle. C'est mon avion, et une passagère a signalé un vol important. Maintenant, levez-vous et montrez-moi votre sac, ou je vous ferai débarquer de ce vol. L'humiliation était un poids physique qui écrasait la poitrine de Manon. Des larmes de rage et de peur piquaient ses yeux. C'est de la folie. Je ne suis pas une voleuse. Vous pouvez regarder dans mon sac. Je n'ai rien à cacher. Elle se leva et ouvrit son bagage à main. Isabelle, avec une satisfaction sinistre, commença à fouiller dedans, sortant le livre de Manon, son ordinateur portable, sa trousse de toilette. Les autres passagers regardaient en silence. Il n'est pas là, dit Isabelle, le front plissé. Bien sûr qu'il n'est pas là, se moqua Valérie. Elle l'a caché sur elle. Dans ses poches, dans son soutien-gorge.
Je ne laisserai pas cet avion bouger tant qu'elle ne sera pas fouillée correctement par la police. Isabelle Martin regarda Valérie, puis le visage baigné de larmes de la jeune fille de 17 ans. Elle prit une décision. Elle se dirigea vers l'office, décrocha le téléphone de bord et passa l'appel. Ici la chef de cabine Martin sur le vol MS-212. Nous avons une situation de code 3. Un vol de grande valeur en première classe. Nous demandons à la police de l'aéroport de monter à bord immédiatement. Manon s'effondra sur son siège, son corps tremblant de manière incontrôlable. Elle était piégée. 10 minutes plus tard, la porte de la cabine, qui avait été scellée pour le départ, s'ouvrit dans un sifflement. 2 agents de la police aux frontières montèrent à bord, leur présence aspirant tout l'air restant de la cabine. L'un était plus âgé, avec un air las, son badge indiquait Bernard. L'autre était plus jeune, large d'épaules, avec une énergie du genre à porter des lunettes de soleil miroir par temps nuageux. Son badge indiquait Moreau. « Qui a appelé ?» demanda Moreau, sa voix un aboiement sec. Isabelle Martin les rejoignit, son visage un masque de grave importance. « C'est moi, agent. » Cette passagère, Madame Valérie Lefebvre, elle fit un geste, s'est fait voler un bracelet de 70 000 € de son sac. Les yeux de Moreau balayèrent la cabine. Et le suspect ? Isabelle, avec une subtile et accablante inclinaison de la tête, désigna Manon, la passagère en un A. Les agents descendirent l'allée. Les passagers filmaient maintenant ouvertement, les téléphones levés pour capturer le drame. Manon se sentait comme un animal dans un zoo. « Mademoiselle, je vais avoir besoin que vous veniez avec nous, » dit Moreau. Il ne demandait pas, il ordonnait. « Je ne l'ai pas fait, » murmura Manon, les larmes coulant maintenant librement. « Je jure que je n'ai rien fait. » C'est ce qu'elles disent toutes, dit Moreau en la saisissant par le haut du bras. Il fut brutal, l'arrachant de sa suite. Et, allez-y doucement, dit l'agent Bernard, une note de prudence dans la voix. Parlons-lui simplement dans l'office. Moreau l'ignora. Il tira Manon dans l'espace étroit de l'office, son dos heurtant le chariot de service en métal froid. Où est-il ? Rendez-le maintenant, et on sera cols avec vous. Je ne l'ai pas, pleura Manon, sa voix se brisant. S'il vous plaît, vous devez me croire. Valérie Lefebvre les avait suivis, se tenant au bord de l'office, les bras croisés. C'est une actrice fantastique. Vérifiez ses poches. Retournez-vous. Les mains derrière le dos, ordonna Moreau. Quoi ? Vous m'arrêtez ? Nous vous plaçons en garde à vue pour vol. Retournez-vous. Il la poussa, la forçant à faire face à la cloison. Manon haleta, un sanglot de pure terreur s'échappant d'elle. Moreau, peut-être qu'on devrait. Commença Bernard, mais il était trop tard. Moreau avait déjà sorti une paire de menottes en plastique de sa ceinture. Elles étaient plus rapides et plus brutales que des menottes en métal. Il tordit les bras de Manon derrière elle, enroula le plastique épais autour de ses poignets et tira. Il ne se contenta pas de les attacher, il les serra à fond. Un cri, aigu et angoissant, s'arracha de la gorge de Manon. C'était une douleur qu'elle n'avait jamais ressentie, une agonie brûlante, mordante, électrique. Les bords en plastique s'enfonçaient profondément dans la peau délicate de ses poignets. Elles sont trop serrées. Hurla-t-elle en se tordant contre la cloison. S'il vous plaît, ça fait mal. Ça fait mal. C'est fait pour, grogna Moreau, vérifiant la prise. Isabelle Martin regardait, son expression indéchiffrable. Valérie Lefebvre observait avec un sourire froid et satisfait. Vous me faites mal. S'il vous plaît, supplia Manon, des larmes et de la morve coulant sur son visage. Elle pouvait sentir la peau se rompre. Elle pouvait sentir une sensation chaude et humide. Elle baissa les yeux. Un rouge cramoisi foncé commençait à perler, s'accumulant autour de la bande de plastique blanche. Il goûtait, éclaboussant le sol moucheté de gris de l'office. « Je saigne », cria-t-elle, sa voix rauque de panique. « Vous me faites saigner. Que quelqu'un m'aide. » Personne ne bougea. Les passagers avec leur téléphone filmèrent le sang. Ils filmèrent ses larmes. L'agent Bernard avait l'air mal à l'aise. « Moreau, c'est trop serré. Tu dois relâcher. C'est juste une gamine. C'est une voleuse,
cracha Moreau. Et elle fait une scène. Laissez-la saigner, dit Valérie Lefebvre, sa voix dégoulinant de venin. Ce n'est probablement même pas son sang. C'est sûrement du faux. Les gens comme elle, ils connaissent toutes les ruses. L'esprit de Manon se fracturait. La douleur dans ses poignets était un feu blanc aveuglant, mais l'humiliation était une blessure plus froide et plus profonde. Elle avait 17 ans, une élève brillante, une débatteuse, et elle était traitée comme une criminelle endurcie, saignant dans l'office d'un avion pendant que des inconnus la filmaient. Je dois appeler mon père, étouffa T.L., les mots épais de larmes. Isabelle Martin se mit à rire, un son court, c'est qu'elle est. Oh, j'en suis sûr, ma petite. Laissez-moi deviner. C'est un homme très important? Un avocat, un médecin? C'est mon père, dit Manon, son corps secoué de tremblements si violents qu'elle pouvait à peine tenir debout. Vous pourrez passer votre appel au poste, dit l'agent Moreau en lui reprenant le bras. On vous débarque. Non. Manon se débattit, le mouvement envoyant de nouvelles décharges d'agonie dans ses bras. Laissez-moi passer un appel, s'il vous plaît. C'est mon droit. Un seul appel. L'agent Bernard s'avança, sa patience avec son partenaire finissant par céder. Pour l'amour de Dieu, Moreau, regarde-la. Elle saigne de partout. Laisse-la passer son appel. Quel mal ça peut faire? Moreau le foudroya du regard, mais haussa les épaules. D'accord, un appel. Faites vite. Bernard récupéra doucement le téléphone de Manon dans sa suite. Ses doigts prenaient soin d'éviter la petite flaque de sang sur le sol. Il le lui apporta, le tenant pendant qu'elle, avec sa tête, naviguait vers ses contacts. Ses mains étaient inutiles, engourdies et collantes derrière son dos. « Papa » dit-elle en tapotant l'écran avec son nez. Le téléphone sonna une fois, 2 fois. « Ma puce, tu embarques, mon bébé ?» Sa voix, profonde et chaleureuse, remplie d'un amour si puissant qu'il la brisa complètement. Un hurlement animal et brut de désespoir s'échappa d'elle. « Papa » sanglota T.L. La légèreté dans la voix de Stéphane Dubois disparut, remplacée par une concentration froide et tranchante comme un rasoir. « Manon, qu'est-ce qui ne va pas? Parle-moi. Où es-tu? Je suis dans l'avion, papa. Ils m'ont arrêté. Une femme a dit que j'ai volé son bracelet. La police, ils m'ont mis des menottes. Papa, ça fait mal. Elles sont trop serrées. Je saigne. Ils me regardent tous. Silence à l'autre bout du fil. Un silence mort, lourd, terrifiant pendant 3 secondes. Quand Stéphane parla à nouveau, sa voix était étrangement calme. C'était la voix qu'il utilisait lors d'OPA hostiles. La voix qui précédait des carnages en entreprise. Quelle compagnie aérienne, Manon? Ciel Méridien, vol MS 212. Quelle porte? Je ne sais pas. Terminal 2, porte K je crois. D'accord. Je suis à l'aéroport. J'étais au salon Air France pour dire au revoir au nouveau partenaire de Sydney. Je suis dans le même terminal. J'arrive. Papa, ne leur dis plus un mot. Manon, pas un seul. Je serai là dans 5 minutes. L'appel se termina. Isabelle, qui avait écouté avec un sourire narquois, leva les yeux au ciel. Il est à l'aéroport, bien sûr. Quelle histoire crédible. La ferme, Isabelle, lança sèchement Bernard. Manon appuya sa tête contre la cloison, fermant les yeux. La douleur était toujours là, mais un sentiment différent la sous-tendait. Pas de l'espoir. Quelque chose de plus puissant. L'inévitabilité. Son père arrivait. Le monde entier était sur le point de changer. Les 5 minutes qui suivirent furent les plus longues de la vie de Manon. L'avion attendait dans un silence tendu et chaud. L'équipage évitait l'office. L'agent Moreau tapait du pied avec impatience. L'agent Bernard alla chercher une trousse de premier secours et, sans demander à son partenaire, essaya maladroitement de tamponner le sang sur les poignets de Manon avec une compresse de gaz. « Merci » murmura-t-elle. Puis ils l'entendirent. Une agitation au bout de la passerelle, des voix qui s'élevaient.
Le bip 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 du code d'accès à la porte qu'on composait. La porte de la cabine s'ouvrit brusquement, heurtant le mur de l'office avec un bruit sourd. Le premier homme à entrer n'était pas Stéphane Dubois. C'était un homme en costume impeccable de ciel méridien, le visage cendré. C'était Olivier Petit, le chef d'escale de CDG. Il avait l'air d'avoir couru. Isabelle, qu'est-ce que, au nom de Dieu? Commença-t-il, mais il fut bousculé. Stéphane Dubois entra dans l'avion. Il n'était pas un homme physiquement immense, but sa présence remplit instantanément la cabine, déplaçant l'air. Il portait un costume Zegna sombre et parfaitement taillé. Il était flanqué de deux autres hommes en costumes identiques, tenant tous deux des mallettes. Ce n'était pas sa sécurité. C'était son conseil juridique personnel, David Fournier, et un associé junior. Les passagers qui avaient filmé Manon tournèrent maintenant leur téléphone vers les nouveaux arrivants. Les yeux de Stéphane balayèrent l'office. Ils passèrent sur Isabelle, sur Moreau, sur Valérie. Ils se posèrent sur sa fille. Il vit son visage strié de larmes et de terreur. Il vit ses bras tordus derrière son dos, et il vit le sang. Une immobilité visible et physique s'empara de lui. La température dans l'office sembla chuter de 10 degrés. C'était le gel. L'expression suffisante d'Isabelle Martin se dissolut. Sa bouche s'entr'ouvrit. Elle le reconnut, non pas comme le père de Manon, mais comme Stéphane Dubois, PDG de Dubois Stratégie Logistique. L'homme dont le visage était en couverture de Challenge et du Figaro Économie. L'homme dont l'entreprise venait de signer un contrat de voyage exclusif de 70 millions d'euros avec Ciel Méridien. L'agent Moreau, voyant les costumes et la panique du chef d'escale, fit un pas en arrière. « Monsieur, c'est une scène de crime. Vous ne pouvez pas être ici. » Stéphane Dubois ne le regarda pas. Il se dirigea directement vers sa fille. Ses mouvements étaient délibérés, ses yeux fixés sur ses poignets ensanglantés. Sa voix, quand il parla, n'était pas forte. Elle était mortellement calme, un son plus terrifiant que n'importe quel cri. « Enlevez-lui ça. À ma fille. Maintenant. » Moreau s'emporta. « Monsieur, je suis un agent de la force publique. Cette femme est suspecte dans une affaire de crime. » « Agent, » dit David Fournier, s'avançant, sa voix comme de la soie enroulée autour d'acier. « C'est une mineure de 17 ans. Vous l'avez placée en garde à vue sans avocat. Vous lui avez causé des blessures physiques, et vous obstruez actuellement son tuteur légal. Mon associé est en train de filmer. Chaque seconde que vous laissez ces menottes sur elle ajoute un autre zéro au procès qui mettra fin à votre carrière. Coupez-les. » Bernard, le visage blême, avait déjà sorti un outil de coupe de sa ceinture. Il bouscula Moreau. « Je les coupe. C'est trop serré. Je te l'avais dit. » Il glissa soigneusement l'outil sous le plastique, et d'un coup sec, les menottes tombèrent. Manon s'effondra en avant, sanglotant de douleur et de soulagement alors que son père la rattrapait. Il ne la serra pas dans ses bras. Il prit doucement ses poignets, examinant les entailles à vif et saignantes. Son visage était un masque de fureur froide et pure. Il tourna lentement la tête et regarda Isabelle Martin. « Vous, dit-il. » Isabelle tressaillit. « M. Dubois, je ne savais pas. Nous avions un signalement. » « Vous, » répéta Stéphane, sa voix tranchant à travers ses excuses. « Vous avez vu une enfant noire en première classe, et vous avez supposé qu'elle était une criminelle. Vous avez laissé faire ça. Vous avez encouragé ça. » Il se tourna ensuite vers Valérie Lefebvre, qui essayait de se fondre dans la cloison. « Et vous? Vous avez perdu votre bracelet. Elle l'a volé. » Essaya Valérie, sa voix maintenant aiguë et mince. « C'est vrai? » demanda Stéphane, regardant sa fille. « Non, papa, je le jure, » pleura Manon. Stéphane se retourna vers Valérie. « Alors il est toujours là. » Mes avocats, il fit un signe de tête à son équipe, demandent que vous et vos affaires soyez fouillées sur le champ. Si vous refusez, nous ferons immobiliser tout l'avion jusqu'à ce qu'un mandat soit émis. C'est votre choix. La dynamique du pouvoir n'avait pas seulement changé. Elle avait été inversée. Olivier Petit, le chef d'escale, transpirait abondamment. « Madame Lefebvre, dit Olivier,
sa voix suppliante. S'il vous plaît, laissez les agents revérifier vos affaires. Nous devons éclaircir cette situation. C'est du harcèlement, protesta Valérie. Non, madame, dit David Fournier en souriant d'un sourire de prédateur. Ce qui est arrivé à mademoiselle Dubois était du harcèlement. Ceci est une enquête. Une enquête que vous avez initiée. Maintenant, votre sac. L'agent Bernard, cherchant à se racheter, prit le sac à main de Valérie. Je vais le faire correctement cette fois. Il n'est pas là-dedans, insista TL. Bernard commença une fouille méthodique et professionnelle. Il vida le compartiment principal. Portefeuille, clé, trousse à maquillage, passeport. Rien. Vous voyez, dit Valérie, sa voix retrouvant une fraction de son assurance. Je n'ai pas fini, madame, dit Bernard. Il tourna son attention vers les petites poches zippées sur le côté du sac de créateur. Il ouvrit la première. Rien. Il ouvrit la seconde. Il s'arrêta. Ses doigts sondèrent l'intérieur. Puis il retira lentement sa main. Reposant dans sa paume se trouvait un bracelet tennis en platine et diamant. Il scintillait sous les lumières crues de l'office. La cabine entière était silencieuse. Le visage de Valérie Lefebvre passa du pâle à un vert marbré et maladif. Je ne sais pas comment. J'ai dû. Je mettais de la lotion dans le salon. J'ai dû le ranger et l'oublier. Vous avez oublié? Dit Stéphane Dubois, sa voix plate. Vous avez oublié. Alors vous avez décidé de ruiner la vie d'une enfant. Vous avez décidé de la faire attacher et humilier. C'était une erreur, une simple erreur, gémit Valérie, la façade de sa richesse et de son pouvoir s'effondrant en un instant. C'était un crime haineux, dit clairement David Fournier, pour que tous les téléphones l'entendent. Vous avez profilé une mineure. Vous avez fait une fausse déclaration. Agent Moreau, dit-il en se tournant vers le policier maintenant silencieux, allez-vous arrêter cette femme pour fausse déclaration à la police, voie de fait et séquestration illégale? Ou sera-ce une autre charge que nous ajouterons à notre plainte contre votre service? Moreau était piégé. Les preuves étaient irréfutables. Les témoins étaient nombreux, et l'homme en costume Zénia possédait la moitié de la ville. Il déglutit. Madame Lefebvre, retournez-vous. Vous êtes en état d'arrestation pour fausse déclaration à la police. Alors que Moreau, avec une main nouvelle et plus douce, menottait Valérie, elle se mit à hurler. C'est absurde. Savez-vous qui est mon mari? Vous ne pouvez pas me faire ça. Ces cris contrastaient vivement avec le silence digne et terrifié de Manon quelques instants plus tôt. Stéphane Dubois l'ignora. Il avait sorti un carré de poche en soie de sa veste et enveloppait doucement les poignets ensanglantés de sa fille. Les secours nous attendent sur la passerelle, Manon, dit-il doucement. Tu es en sécurité maintenant. C'est fini. Il leva ensuite les yeux, son regard trouvant Isabelle Martin, qui essayait de se faire toute petite dans un coin. Quant à vous, dit-il. Olivier Petit, le chef d'escale, intervint. M. Dubois, au nom de Ciel Méridien, je ne trouve pas les mots pour m'excuser. Ne les cherchez pas, le coupa Stéphane. Débarquez-la du vol de ma fille. Débarquez-la de cet avion. Elle ne doit plus être employée par vous ou par toute autre compagnie aérienne avec laquelle je vole d'ici mon atterrissage à Londres. C'est clair? Isabelle, dit Olivier, sa voix tremblant de fureur. Donnez-moi votre badge. Vous êtes suspendu. Descendez de cet avion. Maintenant. Olivier, je. 30 ans, balbutia-t-elle. Maintenant. Rugit-il. Battue et humiliée, Isabelle Martin détacha ses ailes et son badge d'identification, ses mains tremblantes. Elle passa devant Stéphane et Manon, le visage un masque de défaite amère, et entreprit la longue marche de la honte hors de l'avion. Le karma qui frappa Valérie Lefebvre et Ciel Méridien ne fut pas rapide et silencieux. Ce fut une démolition publique au ralenti. Stéphane Dubois ne remonta pas à bord du vol. Lui et son équipe juridique escortèrent Manon jusqu'à une voiture privée, mais pas avant que David Fournier ne collecte les coordonnées de chaque passager ayant filmé l'incident. M. Dubois prendra contact avec vous, leur promit-il.
Il vous remercie d'avoir documenté cela. Les retombées immédiates, Valérie Lefebvre. Elle ne fut pas, comme elle le supposait, libérée après sa garde à vue. L'équipe juridique de Stéphane Dubois s'assura que le procureur de la République de Paris poursuive l'affaire avec vigueur. Confrontée à des accusations criminelles pour fausses déclarations et à un procès civil pour diffamation et préjudice moral qui l'aurait ruinée, elle accepta une procédure de plaidé coupable. Elle fut condamnée à 200 heures de travaux d'intérêt général dans un centre de défense de la justice raciale, à une amende de 50 000 € versée directement à une œuvre de charité choisie par Manon, et fut contrainte de publier des excuses écrites publiques à Manon, qui furent imprimées dans Le Monde. Sa vie mondaine s'évapora. Elle fut démise de 2 importants conseils d'administration caritatifs et devint une paria dans sa propre communauté. Isabelle Martin. Sa suspension devint un licenciement en 24 heures. Ciel Méridien la renvoya pour faute grave, citant une mauvaise conduite flagrante et une violation de toutes les politiques de l'entreprise. En raison de la nature de son licenciement, elle perdit sa pension de 30 ans et tous ses avantages de vol. La DGAC, poussée par une plainte formelle des avocats de Dubois, révoqua définitivement sa certification de personnel navigant, la mettant sur liste noire pour tout travail sur un transporteur européen. La dernière fois qu'on a entendu parler d'elle, elle travaillait dans l'arrière-boutique d'un magasin. Sa vie de voyage autour du monde réduite à une existence au SMIC. L'agent Moreau. L'enquête interne, armée d'une douzaine de vidéos de téléphones portables, fut brutale. Il fut reconnu coupable d'usage excessif de la force, de violation du protocole en n'ayant pas réussi à désamorcer la situation, et de négligence grave. Il fut renvoyé de la police aux frontières de CDG. La ville de Paris, dans une tentative désespérée d'éviter un procès paralysant de la part de Dubois, l'offrit en sacrifice. Il fit également face à un procès civil qui consuma ses économies. Le karma d'entreprise, Ciel Méridien. C'est là que Stéphane Dubois concentra sa véritable fureur froide. Les vidéos atteignirent les réseaux sociaux avant même que le vol MS-212 n'ait atteint son altitude de croisière. Les hashtags Justice pour Manon et Ciel Méridien sanglant devinrent viraux dans le monde entier. L'action, qui se négociait à 45 €, chuta en flèche. À l'ouverture du marché de Londres, elle avait perdu 30%, effaçant près de 2 milliards d'euros de valeur. Stéphane Dubois ne se contenta pas de retirer son contrat de 70 millions d'euros. Il appela les PDG des 5 autres entreprises du CAC 40 de son portefeuille personnel. Le lendemain à midi, Ciel Méridien avait perdu plus de 300 millions d'euros de contrats d'entreprise. Le PDG de la compagnie aérienne et l'ensemble du conseil d'administration publièrent des excuses publiques rampantes. Ce ne fut pas suffisant. Stéphane Dubois accepta un accord, mais pas pour de l'argent pour lui-même. Les termes étaient dévastateurs. 1. L'initiative Manon Dubois. Ciel Méridien fut contraint de financer un programme de 50 millions d'euros sur 10 ans pour fournir une formation de pilote, des bourses d'études et un mentorat exécutif aux jeunes hommes et femmes noirs cherchant une carrière dans l'aviation. 2. Révision systémique. L'ensemble du module de formation interne de la compagnie sur les préjugés et la désescalade devait être abandonné. Un nouveau serait conçu aux frais de Ciel Méridien par une société de diversité et d'inclusion choisie par Stéphane Dubois. 3. La publicité. Ciel Méridien dut publier une publicité pleine page dans Le Monde, Le Figaro et Les Échos chaque trimestre pendant un an, détaillant les nouvelles politiques anti-discrimination qu'ils avaient mises en œuvre en conséquence directe de leur échec à protéger mademoiselle Manon Dubois. Ce fut une humiliation d'entreprise dont la marque ne se remettrait jamais complètement. Les 6 mois qui suivirent l'incident du vol MS-212 ne furent pas une période de victoire, mais de lente et épuisante reconstruction. Le Monde vit les gros titres, la chute du marché boursier, les excuses publiques et la main satisfaisante et rapide de la justice karmique. Ils virent une histoire avec une fin nette et puissante. Manon Dubois, cependant, vivait dans l'épilogue désordonné et non filmé. Les cicatrices physiques sur ses poignets s'estompèrent plus vite que les cicatrices internes. De plaies béantes et sanglantes, elles étaient devenues de fines lignes argentées, comme de vagues parenthèses irritées encadrant ses mains. Le premier mois, elle les avait compulsivement couvertes, bracelets épais, manches longues de ses pulls de Sciences Po, même des touches d'anti-cerne. C'était une marque d'humiliation, un rappel de son impuissance. Sa thérapeute, une femme aimable et perspicace nommée Dr Sophie Leroy, l'avait interrogée à leur sujet. « Ce n'est pas une marque de votre honte, Manon », avait-elle dit, sa voix un doux contrepoint au silence stérile de son cabinet. « C'est un reçu.
C'est la preuve que vous avez payé pour un crime que vous n'avez pas commis. Vous n'avez pas à cacher le reçu. Vous devez simplement le classer. Mais les blessures plus profondes étaient invisibles. On lui diagnostiqua un TSPT aigu. Pendant des semaines, le clic d'une ceinture de sécurité se verrouillant la faisait sursauter. L'odeur de ce désodorisant au citron de qualité industrielle spécifique utilisé dans les toilettes d'avion lui causa une fois une crise d'hyperventilation dans des toilettes publiques. Et voler. Voler était une nouvelle terreur froide. Son père, dans un accès de rage protectrice, avait interdit à toute son équipe de direction de voler sur ciel méridien et avait déclaré que Manon ne volerait plus qu'en jet privé. « Tu ne mettras plus jamais les pieds sur un avion de ligne commerciale », avait-il décrété. Ce fut leur première vraie dispute depuis l'incident. « Non », avait dit Manon, sa voix tremblante mais ferme, debout dans son vaste bureau aux parois de verre. Stéphane s'arrêta, sa main planant au-dessus d'un nouveau contrat. « Que veux-tu dire, non ? Je veux dire que je ne vais pas vivre dans ta cage dorée, papa. Je ne vais pas avoir peur des avions pour le reste de ma vie. Si je fais ça, il gagne. Isabelle gagne. Valérie gagne. Ce flic gagne. Je ne les laisserai plus jamais te mettre en danger, Manon. Jamais. Et je ne te laisserai pas utiliser ton pouvoir pour construire des murs autour de moi, rétorqua-t-elle, les mots jaillissant, alimentés par des mois de thérapie et une frustration bouillonnante. Ton pouvoir, c'est ce qui m'a sauvé. Je le sais. Mais c'est aussi ce qui m'étouffe. Tu veux m'envelopper dans du papier bulle et me mettre sur une étagère. Je ne te laisserai pas faire. Je dois revoler. Je dois le faire, ou je serai toujours cette fille qui saignait dans l'office. Il l'avait regardé, son visage un masque de conflit, sa terreur paternelle luttant contre son immense fierté. Finalement, il acquiesça d'un seul mouvement sec. Très bien. Mais je viens avec toi. Et David Fournier. Non, juste toi. Nous irons à Lyon pour un week-end. Sur ciel méridien. En première classe. Tu essaies de me tuer, n'est-ce pas ? Avait-il marmonné. Mais la faible étincelle d'admiration dans ses yeux lui dit qu'elle avait gagné. Le vol avait été atroce. Elle serra les accoudoirs si fort que ses jointures étaient blanches pendant tout le trajet d'1 heure, mais elle le fit. Et quand elle atterrit, elle pleura sur la passerelle, non pas de peur, mais d'un profond et douloureux sentiment de libération. L'autre partie de sa reconstruction fut l'initiative Manon Dubois. L'accord de 50 millions d'euros n'était pas un chèque fait à la famille Dubois. C'était un fonds administré par un conseil d'administration tiers, dédié à la création de bourses et de programmes de mentorat pour les étudiants noirs entrant dans l'aviation et le droit des affaires. Stéphane l'avait nommé membre non-votant du conseil pour observation. Elle assista à sa première réunion dans un gratte-ciel du centre de Paris. La salle, toute en chrome et bois sombre, était remplie de cadres de ciel méridien en costume sur mesure, tous visiblement mal à l'aise, d'experts de l'aviation et d'avocats. Manon, dans une simple robe bleu marine, était la plus jeune de 3 décennies. Pendant la première heure, elle écouta. Ils utilisaient des mots comme « réhabilitation de la marque »,« communication de proximité »,« optique »,« gestion des dommages » et « démographie cible ». Ils discutaient de sa douleur, de son humiliation comme d'un poste sur un bilan. Un problème de relations publiques à résoudre avec un chéquier. Un cadre chauve, le nouveau vice-président des relations publiques de Ciel Méridien, présenta une diapositive. La première campagne médiatique se concentrera sur la première cohorte de boursiers. Nous aurons des photos, des témoignages, pour vraiment souligner la nature positive et tournée vers l'avenir du partenariat. Ce sera un excellent contre-récit aux malheureuses vidéos virales. Une fureur froide et familière commença à brûler dans la poitrine de Manon. C'était la même aseptisation d'entreprise qui avait permis à une Isabelle Martin de prospérer pendant 30 ans. Non. La pièce devint silencieuse. Le VP s'arrêta en plein clic. Je suis désolé. Manon se leva. Ses mains tremblaient, alors elle les joignit derrière son dos, ses doigts traçant les faibles lignes guéries sur ses poignets. Mon nom est sur cette initiative et vous ne l'utiliserez pas pour réhabiliter votre marque. Elle avait leur attention totale, indivisible et paniquée. Ce qui s'est passé dans cet avion n'était pas de malheureuses vidéos virales, dit-elle, sa voix basse et claire. C'était le résultat d'une culture systémique et pourrie que vous avez tous laissé grandir.
Une culture qui voyait une adolescente noire en première classe comme une impossibilité, une menace. Vous aviez une employée si à l'aise dans son sectarisme qu'elle s'est sentie libre de participer aux voies de fait sur une mineure, et vous aviez des passagers si arrogants qu'ils se sont sentis libres de filmer ça pour le spectacle. Elle se dirigea vers le bout de la table. Ceci, dit-elle en désignant la salle de conseil, ne concerne pas les relations publiques. Il s'agit de réparation. Ce n'est pas un contre-récit. C'est le seul récit. Vous n'utiliserez pas les visages de ces jeunes pour vendre plus de billets. Ils utiliseront votre argent pour devenir les pilotes, les hôtesses de l'air, les avocats et, que Dieu vous vienne en aide, les futurs PDG qui s'assiéront à cette même table et s'assureront que cela n'arrive plus jamais. Elle pointa la diapositive. Alors vous pouvez prendre votre campagne médiatique et la jeter à la poubelle. La première chose que nous allons financer n'est pas une séance photo. C'est un programme de formation sur les préjugés, obligatoire, de haut en bas, audité par un organisme externe, pour chaque employé de votre entreprise, des bagagistes à la salle du conseil. Et c'est le cabinet de ma thérapeute qui va le concevoir. Il y eut un silence stupéfait. Stéphane Dubois, assis dans un coin avec David Fournier, ne sourit pas. Il se contenta de regarder, son expression indéchiffrable. Un avocat de ciel méridien s'éclaircit la gorge. Mademoiselle Dubois, les termes de l'accord sont assez clairs. Votre rôle est. Je me fiche de mon rôle, le coupa Manon. Mon nom est sur l'entête. Mon sang est sur le sol de votre office. Vous ferez cela, ou mon père trouvera un moyen de racheter cette compagnie juste pour la liquider. Suis-je clair? La motion fut adoptée à l'unanimité. Manon avait trouvé sa voie. Ce n'était pas celle de son père. C'était la sienne. Cette confiance nouvelle et durement acquise l'amena à Paris 8 mois après l'incident, en tant qu'oratrice principale du Sommet national pour la jeunesse et la justice. Le sujet, justice, pouvoir et réappropriation du récit. Elle se tenait en coulisses, son cœur battant contre ses côtes. L'auditorium était une vaste mer de plus d'1 millier de visages, principalement des étudiants de son âge. Elle pouvait entendre le faible bourdonnement de leur anticipation. Elle lissa le devant de sa veste, un blazer professionnel et élégant. Elle avait délibérément choisi des manches 3/4, laissant ses poignets nus. Les cicatrices étaient visibles sous les lumières vives de la scène. Une vague de vertige la frappa. Le bruit de la foule s'estompa, remplacé par le souvenir du cri de Valérie Lefebvre. Elle l'a dans son soutien-gorge. La douleur brutale et cinglante du plastique. L'odeur chaude et métallique de son propre sang. Elle recula en trébuchant, sa main volant à sa gorge. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas une guerrière. Je suis juste la fille qui a pleuré dans l'avion. Une main chaude et stable se posa sur son épaule. Elle se retourna. C'était son père. Il n'était pas censé être là. Ils t'attendent, ma puce, dit-il doucement. Je ne peux pas, papa, murmura-t-elle, la panique la griffant. Ils me regardent tous. C'est comme dans l'avion. Ils attendent tous. Ils regardent tous. Stéphane la fit pivoter pour lui faire face, ses mains fermement sur ses épaules. Il la regarda droit dans les yeux. Oui, ils le font. Ils regardent tous. Mais tu n'es plus dans l'office. Tu n'es pas une victime dans leur spectacle. Tu es sur la scène. Et ça, dit-il, sa voix féroce, c'est ton spectacle. Cette salle t'appartient. Ce qui s'est passé t'appartient. Et ce qui se passera ensuite t'appartient. Tu n'es pas la fille qui a saigné. Tu es la femme qui leur a fait payer. Maintenant, vas-y et dis-leur comment tu as fait. Il l'embrassa sur le front. Je serai au fond. Crie si tu as besoin de moi. Un petit sourire à queue toucha ses lèvres. Je ne le ferai pas. Il hocha la tête. Je sais. Elle prit une profonde inspiration, la panique reculant, remplacée par une résolution froide et familière. Elle sortit des coulisses et entra dans la lumière blanche aveuglante. Les applaudissements furent une vague physique. Elle se dirigea vers le pupitre, ajusta le microphone et regarda la mer de visages. Elle vit de l'anticipation, de la curiosité, et dans les yeux des jeunes femmes noires au premier rang, une reconnaissance profonde et douloureuse. Elle posa ses notes, mais ne les regarda pas.
Bonjour, commença-t-elle, sa voix claire et stable, résonnant dans l'immense salle. Il y a 8 mois, je prenais un vol en première classe de Paris à Londres. J'avais 17 ans. Je lisais un livre, excité de retrouver mon père. 1 heure plus tard, j'étais menotté avec du plastique, saignant dans l'office, accusé d'un crime que je n'avais pas commis. Un silence de plomb tomba sur la salle. L'équipage, une femme qui travaillait pour la compagnie depuis 30 ans, a regardé. Les passagers, mes compagnons de voyage en première classe, ont filmé. Ils ont filmé mes larmes. Ils ont filmé ma terreur. Et ils ont filmé mon sang tombant sur le sol. À ce moment-là, je n'étais rien. J'étais un type, un profil, une suspecte. Mon admission à Sciences Po n'avait pas d'importance. Mes mentions très bien n'avaient pas d'importance. Mon humanité n'avait pas d'importance. Elle marqua une pause, levant sa main gauche, laissant la lumière attraper les cicatrices argentées sur son poignet. Celles-ci sont réelles, dit-elle. Je les ai eues parce qu'une femme blanche et riche a oublié où elle avait mis son bracelet à 70 000 €. Et dans une cabine pleine de personnes blanches et riches, l'équipage et la police ont décidé que le suspect le plus logique était la seule fille noire dans la pièce. Ce qui s'est passé ensuite, vous l'avez tous vu, c'est devenu viral. Mon père, qui se trouve être un PDG, est monté dans cet avion. La dynamique du pouvoir dans cette cabine n'a pas seulement changé. Elle a volé en éclats. L'hôtesse de l'air qui s'était moquée de moi s'est figée. L'agent qui avait serré ses menottes jusqu'à ce que je saigne est devenu blême. La femme qui m'avait accusé s'est retrouvée elle-même menottée 20 minutes plus tard. Internet a appelé ça le karma. C'était satisfaisant. C'était dramatique. Et c'était profondément injuste. La salle était absolument silencieuse. Parce que, et si je n'avais pas été la fille de mon père? Et si mon père était plombier, ou enseignant? Et s'il avait été dans une autre ville, incapable d'arriver à cette porte en 5 minutes? Et si je n'avais pas été en première classe, mais en classe économique? Quelqu'un m'aurait-il cru? Aurais-je été traîné hors de cet avion? Serais-je ici à vous parler? Ou serais-je une statistique, une histoire édifiante, une jeune fille de 17 ans avec un casier judiciaire qui la suivrait pour le reste de sa vie? Elle se pencha vers le microphone. Ce qui est arrivé à cet équipage, à cette passagère et à cet agent n'était pas le karma. C'était la reddition de comptes, rendue possible par une application écrasante, privilégiée et rare d'un pouvoir extrême. C'était un Deus ex machina, un dieu sorti de la machine. Mon père était le dieu. Sa carte Amex était la machine. Mais la plupart des gens, dit-elle, sa voix baissant, n'ont pas de dieu sorti de la machine. Ils sont laissés dans l'office. Ils sont laissés sur le trottoir. Ils sont laissés dans la salle d'interrogatoire. Ils sont laissés à saigner. Et il n'y a personne à appeler. Personne ne vient. Pendant des mois, j'étais si en colère et si coupable. Coupable d'avoir été sauvé alors que tant d'autres ne le sont pas. Coupable que mon histoire ait eu une fin heureuse bâtie sur une fondation de privilèges immenses et inaccessibles. C'est ma thérapeute qui m'a aidé à comprendre. Je n'ai pas demandé ce pouvoir. Mais par accident de naissance, on m'y a donné accès. Et la culpabilité ne sert à rien. La culpabilité n'est qu'une autre cage. Alors je me suis mise au travail. Elle leur parla de l'initiative Manon Dubois. Elle leur parla de la salle du conseil, de la réécriture des manuels de formation, de sa nouvelle mission, terrifiante mais nécessaire. Nous ne pouvons pas tous avoir un père PDG, déclara-t-elle, sa voix s'élevant. Mais nous pouvons être les gens qui ouvrent la porte. Nous pouvons être ceux qui construisent un nouveau système. Un système où vous n'avez pas besoin d'un père PDG pour être cru. Un système où votre humanité est votre référence. Où votre voix est votre preuve d'achat. Où vous êtes vu comme un passager, pas un suspect. Ce qui m'est arrivé était un cauchemar. Mais je ne le laisserai pas me définir comme une victime. Je le laisserai me définir comme une militante. Mon père a démoli leur vieux système défaillant en un seul après-midi. C'est maintenant notre travail, le travail de nous tous, de construire le nouveau. Merci. Elle recula du pupitre. Pendant une seconde, il n'y eut rien. Puis une seule personne se leva. Puis une autre, et puis l'auditorium entier fut debout,
un rugissement assourdissant et tonitruant d'applaudissements qui la submergea, non pas comme de l'adulation, mais comme un accord, comme de la solidarité. Elle quitta la scène, tout son corps tremblant d'adrénaline. Un groupe d'étudiants s'était rassemblé près de la sortie, et alors qu'elle s'approchait, l'une d'eux, une jeune femme avec un t-shirt de l'université Paris-Saclay, s'avança. Mademoiselle Dubois, nous sommes les premiers bénéficiaires de la bourse de l'initiative pour le programme de droit aéronautique. Manon s'arrêta, le souffle coupé. Ils étaient 6, 3 hommes et 3 femmes. Tous vifs, brillants, et la regardant comme si elle était une héroïne. Merci, dit la jeune femme, la voix épaisse d'émotion. Ce que vous avez fait, ce que vous avez dit là-haut. Vous n'avez aucune idée. Manon regarda leur visage, et pour la première fois, les derniers vestiges de sa honte s'évaporèrent. Sa douleur n'avait pas été vaine. Elle avait été un investissement, la graine de ceci. C'était le véritable règlement de compte karmique. Pas le licenciement d'une hôtesse de l'air, mais l'embauche d'une future génération de leaders qui lui ressemblerait. Elle était si occupée à leur parler qu'elle ne vit pas son père s'approcher jusqu'à ce qu'il soit juste à côté d'elle. Il se contenta de rester là, à écouter, un sourire calme, presque invisible sur son visage. Les étudiants finirent par se disperser et elle se retrouva seule avec lui dans le couloir qui se vidait. L'adrénaline s'estompait, la laissant épuisée, mais légère. Il ne la serra pas dans ses bras. Il ne dit pas « Je suis fier de toi ». Il lui donna juste un petit coup d'épaule. « Tu as bien travaillé, ma puce », dit-il, sa voix retrouvant sa chaleur bourrue habituelle. « C'était bien. Tu as été correct », la taquina-t-il. Elle leva les yeux au ciel et il gloussa. « Alors, tu as changé le monde. Tu veux aller prendre un café et une viennoiserie dans un bistrot ?» Elle rit. Un vrai rire authentique. Ça faisait du bien. « J'adorerais, papa. » Elle se mit à marcher à ses côtés, s'accordant à sa longue foulée. Alors qu'il sortait du centre des congrès pour entrer dans l'après-midi parisien, lumineux et bruyant, elle jeta un coup d'œil à ses poignets. Les cicatrices n'étaient que de la peau, pâle, légère, et sienne. Elles n'étaient plus un reçu pour une dette. Elles étaient une feuille de route, une carte qui l'avait amenée ici, et une carte qui commençait à peine à lui montrer où elle allait ensuite. 2 ans plus tard, Manon Dubois était assise dans la suite 1A du vol Ciel Méridien MS 212 de Paris CDG à Londres. Le siège n'était plus une cage. C'était juste un siège. Elle ne ressentit aucun tremblement de peur, aucune pointe froide d'adrénaline. La mémoire musculaire de ce jour s'était enfin détendue, usée par des dizaines de vols ultérieurs. Des vols qu'elle avait pris exprès, vers cette porte, sur cette route, se réappropriant l'espace un voyage banal à la fois. Elle avait 19 ans, en 2e année à Sciences Po, et son exemplaire de « La voie de la justice » avait été remplacé par un lourd manuel de jurisprudence. Un steward s'approcha de sa suite. Un jeune homme avec un uniforme impeccable et un sourire chaleureux et professionnel. « Bonjour, mademoiselle. Puis-je vous offrir quelque chose avant le départ ?»« Juste de l'eau, merci », dit Manon en lui souriant en retour. Il versa la boisson, et en la lui tendant, il s'arrêta. Ses yeux passèrent de son visage au manifeste des passagers sur sa tablette, puis de nouveau à elle. Un éclair de reconnaissance soudaine traversa ses traits. « Excusez-moi, dit-il, sa voix baissant légèrement. « Êtes-vous Manon Dubois ?» Un vieil et faible écho de défensive lui serra l'estomac. « C'est bien moi, dit-elle, sa voix égale. » Le sourire du steward s'élargit, devenant authentique et lumineux. « Je m'en doutais. Je m'appelle Nathan Lacroix. Je suis en dernière année à l'ENAC, en gestion aéronautique. Je suis l'un des premiers bénéficiaires de votre initiative. » Le souffle de Manon se coupa dans sa gorge. Elle le fixa, le voyant vraiment pour la première fois. « Je fais partie du programme de mentorat exécutif, » poursuivit Nathan, sa voix pleine d'une énergie calme et sérieuse. « Ils nous font suivre des formations croisées dans tous les grands départements, y compris le personnel de cabine. Je devais juste vous dire merci. Vous n'avez pas seulement payé mes frais de scolarité. Vous avez changé la pièce avant même que j'y entre. Nous avons maintenant la formation au module Dubois. C'est réel. Tout le monde connaît l'histoire.
Ils savent qu'il ne faut pas faire d'erreur. Il désigna le reste de l'équipage dans la cabine. Grâce à vous, je ne suis pas considéré comme un recrutement diversité. Je suis considéré comme un investissement. C'est un honneur de vous avoir à bord, mademoiselle Dubois. Sincèrement. Manon sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, un sentiment si profond qu'il lui monta presque les larmes aux yeux. Elle regarda Nathan, un jeune homme noir, brillant, compétent et confiant, se tenant exactement là où Isabelle Martin s'était tenue. Elle baissa ensuite les yeux sur ses propres mains posées sur son manuel. Les faibles cicatrices argentées sur ses poignets étaient à peine visibles. Elles n'étaient plus un rappel de sa douleur. Elles étaient le reçu pour la sienne. « Merci, Nathan, dit-elle, la voix pleine. C'est un honneur de voler avec vous. » Il hocha la tête, adressa un sourire professionnel et passa au passager suivant. Manon se tourna vers le hublot, prit une gorgée de son eau et ouvrit son manuel. Les moteurs commencèrent à rugir, et l'avion, son avion, repoussa de la porte d'embarquement. Ce qui est arrivé à Manon fut un cauchemar, mais son histoire est devenue une puissante leçon de justice. Elle montre que les préjugés et l'arrogance, peu importe leur niveau, seront toujours abaissés par la vérité. L'équipage et la passagère pensaient pouvoir écraser une jeune fille de 17 ans. Mais ils n'avaient aucune idée de qui elle était ou du pouvoir qu'elle représentait. Un karma implacable s'est abattu sur eux tous. Et ce fut un règlement de compte qui a changé toute une industrie. Ce n'est pas juste une histoire. C'est un exemple réel de ce qui arrive quand on donne une voix aux silencieux et quand les tyrans sont enfin forcés de faire face aux conséquences.